Et enfin, pour terminer cette première partie, peut-être que nous négligeons trop souvent ce vieil adage qui dit que l'occasion fait le larron. Très souvent, dans la vie quotidienne, dans la vie telle que nous l'appréhendons à travers notre maison, notre rue, la presse écrite, la presse télévisée, surgissent de mini-événements ou de maxi-événements et nous pourrions en faire le tremplin d'un travail avec nos élèves. Je vais donner un exemple. Vous vous souvenez, il y a quelques années, Nicolas Sarkozy s'est fourvoyé en regardant de haut La Princesse de Clèves, de Madame de Lafayette. C'est l'occasion d'aller y voir de plus près, dire tiens, il a l'air de considérer comme complètement dépassé ce roman, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce roman? Et donc d'aller voir en quoi ce roman du XVIIe siècle est passionnément intéressant au XXIe siècle. Enfin, rappelez-vous La Princesse de Clèves. Ça s'inscrit dans tout ce courant de la carte de Tendre. Et donc cette jeune fille qui n'a pas de fortune, mademoiselle de Chartres, va épouser sur estime, sur reconnaissance, un homme plus âgé qu'elle n'aime pas spontanément. Ce n'est pas l'amour tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais elle a beaucoup de respect pour cet homme qu'elle épouse et qui l'attire au fond d'une situation un peu difficile. Elle se méfie très fort des Don Juan, et donc on parle beaucoup de Nemours qui fait tomber toutes les femmes, mais elle se tient à distance. Mais voilà que lors d'un bal, le roi les met en présence et leur demande de danser coup de foudre mutuel. La princesse de Clèves, donc elle est devenue la femme du prince de Clèves, se rend compte qu'elle est très attirée par cet homme, et donc la seule façon, c'est de fuir, c'est de quitter la cour. Elle obtient de son mari de pouvoir quitter la cour, ce qui lui déplaît beaucoup, parce qu'un courtisan doit afficher sa femme auprès du roi. Et donc elle s'en va à la campagne, où son mari la rejoint et l'interroge sur la raison de son éloignement, puisqu'elle n'est pas malade. Et finalement, il y a la fameuse scène de l'aveu, où elle avoue à son mari qu'elle est attirée par un autre homme. Et Monsieur de Clèves, qui est très très amoureux de sa femme, ne supporte pas qu'elle puisse être attirée par quelqu'un d'autre. Il essaie de lui soutirer le nom, mais elle ne dit pas. C'est une femme qui a énormément de rectitude. Alors, effet romanesque s'il en est, il se fait que Nemours est caché dans les buissons. Il a suivi Madame de Clèves, il essaie de l'approcher, et donc il entend l'aveu. Il entend cette histoire, et lui, il comprend tout à fait qu'il en est le sujet. Monsieur de Clèves, de façon très romantique, va mourir de chagrin d'amour. Extraordinaire, en plein XVIIe siècle. Donc, il meurt, voilà la princesse de Clèves libre. Est-ce qu'elle va épouser celui qu'elle aime et qu'il aime? Eh bien non. Elle choisit d'aller au couvent. Pourquoi? Non, Dieu sait si on a émis des hypothèses. C'est très amusant avec les élèves de leur dire mais pourquoi? Alors, bien sûr, elle a peur d'un Don Juan qui, une fois rassasié, pourra peut-être se tourner vers ailleurs, puisque l'amour meurt de satiété, comme dit Nanition. Donc, est-ce que c'est pour ça? Ou bien est-ce qu'elle a le sentiment qu'elle est responsable de la mort de son mari? Est-ce que j'ai lu par exemple des thèses de féministes américaines qui disent que c'est vraiment le modèle de la femme qui, ayant été la fille de son père, la femme de son mari, peut enfin vivre par elle-même? Enfin, toutes les suppositions sont possibles. Et un des problèmes que pose ce roman, c'est qu'il y a des épisodes annexes. Vous vous rappelez, il y a 4 histoires différentes dont on se dit, tiens, qu'est-ce que ça vient faire? Pas du tout. C'est relié, ce sont des récits faits par les uns et les autres d'histoires d'amour qui ont mal tourné. Et donc, c'est une façon de mettre Madame de Clèves en garde contre les dérives amoureuses. Moi, je crois qu'un livre comme celui-là, c'est un livre super intéressant à étudier avec les élèves. Donc, un livre classique, XVIIe siècle, qui permet de réfléchir, tiens, aujourd'hui, comment est-ce que ça se passerait, cette histoire-là? La carte de Tendre, dans quelle discothèque plutôt que dans le bar, dans le bal du roi? Est-ce qu'elle irait au couvent? Non, aujourd'hui, elle irait plutôt, par exemple, s'engager dans un organisme humanitaire, dans un autre pays. Enfin, il y a moyen d'actualiser ce livre sans du tout oublier la qualité de cette élégante écriture du XVIIe siècle. Moi, je faisais étudier par cœur, par mes élèves de Réto, comme on disait encore à l'époque,
de sixième, le premier paragraphe, par exemple, ou le dernier paragraphe d'un roman, pour avoir cette musique de la langue en soi. Bon, je prenais l'exemple de la princesse de Clèves, mais j'aurais pu prendre par exemple l'exemple de Thérèse d'Esquerroux. On vient de le mettre au cinéma, mais on l'avait mis bien avant. Franju l'avait mis au cinéma avec Emmanuel Riva dans le rôle de Thérèse. Je n'ai pas encore vu la nouvelle version de Miller, je compte bien la voir, mais c'est un roman passionnant vers lequel on va retourner grâce au cinéma. Et tout à coup, ce personnage d'une femme qui apparemment tue son mari, alors que dans la réalité, on voit que c'est venu insensiblement. Elle a voulu faire des expériences, elle se demandait s'il aurait un malaise au bout de 5 gouttes ou de 10 gouttes d'un médicament pour le cœur. Enfin, un espèce de mouvement lié à la chaleur, aux incendies dans les Landes. Aujourd'hui, les faits divers sont multiples de femmes qui tuent leur mari ou de maris qui tuent leur femme ou de mères qui tuent leurs enfants. Ça paraît vraiment une histoire de monstre. Et puis, grâce à Mauriac, grâce à ce style d'une élégance extraordinaire, je leur faisais aussi étudier par cœur certains paragraphes, on approche une langue d'une qualité étonnante. Par exemple, lorsque Thérèse, quittant le palais de justice où on a déclaré que c'était un non-lieu, on n'a pas pu prouver qu'elle avait assassiné, qu'elle avait empoisonné, ou tout au moins voulu empoisonner son mari, elle monte dans la voiture qui va la ramener au fin fond d'Argelouse où elle va purger sa peine en quelque sorte puisqu'elle va être cloîtrée par sa famille. Et qu'est-ce que Mauriac écrit? Il écrit « Cette odeur de cuir moisi des vieilles voitures, Thérèse l'aime ». Donc il donne d'abord la sensation olfactive, cette odeur de cuir moisi des vieilles voitures, puis seulement l'héroïne Thérèse. Et puis étonnamment, l'aime. Donc, il y a cette espèce d'imprégnation de la personne par le lieu provisoire, puisque c'est une voiture, mais c'est très très significatif. Et donc, on peut approcher le style de Mauriac à travers l'histoire d'une personnalité complexe, mais tellement proche de femmes de la réalité aujourd'hui. Moi, je crois vraiment que l'occasion fait le larron. Je suis allée tout récemment voir la magnifique exposition qui se tient actuellement aux Beaux-Arts de Bruxelles, autour des vies silencieuses de Morandi. Morandi, c'est ce peintre italien du XXe siècle qui a beaucoup peint des bouteilles, des flacons, des tasses, mais aussi des paysages, dans des tons amortis, neutres. C'est pas du tout une peinture bling-bling, hein, c'est pas du tout une peinture complaisante. Au contraire, on entre dans une sorte de cercle d'intériorité. Les vies silencieuses, hein, non pas des natures mortes. Eh bien, je suis retournée alors à un très beau livre du poète Philippe Jacotet, qui a écrit Le bol du pèlerin, et qui est une façon, non pas d'expliquer la peinture de Morandi, mais de l'approcher. Et c'est l'occasion pour les élèves de sentir le lien entre les images et les mots, et comment un poète peut, grâce à ces mots, nous permettre d'entrer davantage dans la dynamique d'un regard. Un regard de peintre avec ses moyens spécifiques, les formes, les couleurs. Enfin, je pourrais donner mille et un exemples. Tout à l'heure, dans la conférence plénière, il a été fait allusion aux exercices de style de Raymond Queneau. Je pensais vous en parler, mais puisque ça a été fait, je ne vais pas marcher sur les brisés.